J'aimerais juste qu'on consacre quelques minutes à une autre femme un peu plus connue, Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, remplaçante de Joe Biden, démissionnaire de son investiture. Elle devrait être la candidate désignée par les démocrates aux États-Unis. Ça y est, on a le sentiment d'assister à un nouveau souffle du côté des démocrates, avec ces millions de dollars qui affluent, le soutien même de George Clooney cet après-midi. Kamala Harris, c'est elle la meilleure solution anti-Trump, la meilleure arme, la meilleure réponse face à Trump? Ce qui est certain, c'est que ça relance l'intérêt de la campagne, une campagne qu'on pensait imperdable pour Donald Trump depuis qu'il avait été victime de cet attentat manqué. Pour autant, même si on sent que il y a une sorte d'engouement du côté des démocrates, c'est pas une candidature parfaite pour eux, hein, loin de là. Elle n'est pas forcément très appréciée de tous les démocrates. Le processus de désignation lui-même est assez contestable et déjà certains sénateurs démocrates sont prêts à contester ce processus de désignation. Elle a un charisme qui reste à démontrer. Elle n'a jamais véritablement fait campagne jusqu'à présent. Donc on peut se laisser finalement impressionner par ces chiffres de donation, mais il faut bien se rappeler que si les démocrates aujourd'hui voient leur caisse se remplir, c'est qu'aussi qu'un certain nombre de grands donateurs avaient gelé leur participation, voyant que la candidature de Biden battait de l'aile. Et aujourd'hui, ils reviennent, de même que les petits donateurs qui s'enthousiasment pour ce profil. Mais voilà, il y a le profil de Kamala Harris, c'est aussi beaucoup de fragilité. C'est le meilleur choix des démocrates? Non, mais moi je suis toujours un petit peu stupéfait quand le système, les médias, même le camp démocrate parvient à transformer ce qui était un naufrage, c'est-à-dire finalement que son candidat abandonne 3 mois avant l'élection, a transformé ça en un immense succès, une vague qui pourrait porter Kamala Harris. La réalité, c'est que c'est une candidate par défaut. Il n'y a personne dans le camp démocrate, et c'est pas seulement moi qui le dis. Je fais confiance par exemple à Gérard Araud, vous savez, l'ex-ambassadeur de France aux États-Unis, qui dit non, Kamala Harris n'a pas été choisie parce qu'elle était la meilleure candidate possible, mais parce qu'elle était la seule possible à ce stade tardif de la campagne. Elle n'est pas le joker que tout le monde espérait. Il y a quelques mois, on se demandait si Biden devait la garder comme colistière. Donc vous voyez bien que son sujet désormais ne fait plus du tout, fait complètement l'unanimité, mais il y a encore quelques mois, on se demandait si c'était la meilleure personnalité pour porter la candidature à la vice-présidence. Maintenant qu'on a dit ça, en effet, il y a des bons sondages qui sont parus ces derniers jours, notamment un de Morning Result, qui dit qu'elle, par exemple, elle surperforme chez la population noire aux États-Unis. En revanche, et c'est ce qui était un petit peu attendu, c'est qu'elle faiblit dans les territoires, vous savez, du Midwest, ou dans le centre des États-Unis, où on a des ouvriers, le peuple blanc, entre guillemets. J'aime pas trop parler en ces mots, mais aux États-Unis, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils divisent la classe, c'est comme ça qu'on parle. La société. On pourrait aussi parler des latinos, où elle est moins forte, par exemple, que Donald Trump. Mais donc, pour l'instant, en effet, elle fait consensus dans les médias, dans les sondages, dans le camp démocrate. Elle a en effet plus de 1900, je crois, délégués généraux qui lui permettront a priori d'être, intronisée le 19 août lors de la convention des démocrates. Mais c'est pas fait. C'est pas une solution miracle. Kamala Harris, en effet, Raphaël l'a rappelé, d'autant plus qu'elle aura un bilan qui sera pas facile à porter. Certes, Joe Biden a été plutôt bon sur tout ce qui s'agit plutôt de l'économie, de l'environnement et de la défense des plus pauvres, mais il a des sujets, notamment sur l'immigration et la sécurité, et dont elle est un petit peu tributaire, comptable, qui seront pas faciles à défendre. Refermons cette fenêtre sur les États-Unis, retournons en France. Est-ce que ce nom de Lucie Casté, c'est aussi la moins mauvaise des solutions proposées par le nouveau Front populaire, la moins pire des candidats proposés par le nouveau Front populaire? En tout cas, c'est la seule solution jusqu'à présent. C'est la solution qu'ils ont trouvée. On va voir dans les heures qui viennent, notamment après que le chef de l'État se soit exprimé, si ce nom viendra à s'imposer jusqu'à rentrer à Matignon. Mais on ne peut pas dire que
ce nom de Lucie Castet fasse figure fasse consensus et éclabousse de son talent, parce qu'en fait la vérité c'est que il faut dire les choses, on ne la connaît pas, c'est une inconnue qui pourrait faire son entrée à Matignon. Et pour nos auditeurs qui nous rejoignent d'ailleurs, donc Lucie Castet est la candidate du nouveau Front Populaire à Matignon. Je vous ai coupé. Non, mais c'est d'abord ça. Donc c'est vraiment un choix par défaut. C'était finalement le seul nom qui est parvenu à s'imposer, mais c'est parce que tous les autres qui avaient davantage d'autorité à gauche ne plaisaient soit ne plaisaient pas à la France insoumise, soit ne plaisaient pas aux socialistes. Donc c'est le plus petit dénominateur commun aujourd'hui de cette gauche, c'est dire que c'est très faible. Tout de même, j'essaie d'imaginer en interne comment ils sont tombés d'accord, puisque il me semblait que la France insoumise voulait à tout prix que ce soit un membre issu de ses rangs. C'est la raison pour laquelle la petite musique qui résonne depuis quelques jours, c'est que finalement la France insoumise ne veut absolument pas qu'un de ses représentants aille à Matignon, contrairement à tout ce qu'ils ont répété depuis une quinzaine de jours. Sur Lucie Castet, il y a des choses qu'on connaît, qu'on sait, c'est qu'elle est chargée des finances à Paris, que la dette est de 8 milliards aujourd'hui, 9,9 milliards en 2025. On sait que ces 10 dernières années, la taxe foncière a augmenté à Paris de 62%. Donc à mon avis, ça va faire rêver beaucoup de Français. Donc je pense malheureusement que cette personnalité dont on connaît peu, donc on a peu d'informations. Pour l'instant, ce qui ressort, c'est que c'est une femme qui a augmenté la taxe foncière à Paris, qui est pour l'augmentation des impôts. Je suis pas tout à fait sûr que ce soit ce pourquoi les Français ont voté aux élections législatives. On peut jouer à se faire peur, mais la vérité aussi, c'est que quand bien même elle parviendrait à accéder à Matignon, quand bien même elle parviendrait à constituer un gouvernement, elle ne pourrait pas elle ne pourrait pas gouverner. Elle ne dispose pas de majorité suffisante pour passer le moindre texte de loi. La seule chose qu'elle pourrait faire, c'est l'abrogation de la réforme des retraites, étant donné que le RN la votera. Et encore, est-ce qu'ils voudront des voix du RN? Ça, c'est autre chose. Les candidats de gauche, mais tout de même, est-ce qu'il faut que forcément le candidat au poste de Premier ministre, entre guillemets, plaise à Emmanuel Macron pour que le président le nomme? Non, c'est pas l'esprit de la Constitution. Il ne me semble pas que François Mitterrand ait une quelconque amitié ou admiration pour Jacques Chirac, et finalement, presque malgré lui, il a été contraint de le nommer. Donc non, ça ne doit pas rentrer en compte. Après, c'est le poids politique de cette personnalité qui arrive à Matignon, qui doit le rendre indispensable, nécessaire en ces périodes de cohabitation. Mais je pense qu'on se rend pas compte de la préparation à l'exercice du pouvoir qu'il faut pour accéder à Matignon. Nous, avec Raphaël, on a fait déjà des interviews de Jordan Bardella avant les élections européennes, avant les élections législatives, et il nous disait que c'était que les 3 dernières années, finalement, il s'était préparé à ça, et qu'en fait, tous les jours, quand il se levait, il se préparait à l'exercice du pouvoir. Là, on a un petit peu l'impression que ça lui tombe un petit peu comme un cheveu au milieu de la soupe, qu'elle n'était pas au courant ces derniers jours, qu'à mon avis, elle l'a su, voire même dans les dernières heures, parce que là, j'ai vu des confrères du Figaro ont notamment dit que le Parti Socialiste, dans les dernières heures, ont proposé le nom de quelqu'un qui s'appelait Jérôme Sadier. Alors là, pour le coup, il n'est pas non plus connu, mais c'est quelqu'un qui est assez connu dans le milieu de l'écologie sociale et solidaire. Donc, vous voyez, finalement, Raphaël parlait du plus petit dénominateur commun. On voit bien dans la liste et dans le niveau de notoriété des personnes qui ont été proposées que finalement, Lucie Castet est peut-être sans doute la plus connue à gauche pour ce poste de Matignon. Et donc, à votre avis, messieurs, Emmanuel Macron ce soir va temporiser, geler la situation et renvoyer à une nouvelle échéance cette nomination? Je ne pense pas qu'il puisse prendre le risque, compte tenu des enjeux, on l'a déjà évoqué, qui pèsent sur ces Jeux Olympiques, qu'il puisse prendre le risque de changer, de nommer Lucie Castet et de devoir faire avec de nouveaux ministres. Ce n'est pas un coup pour le renvoyer dans ses cordes et lui montrer que le nouveau Front Populaire essaye de reprendre un peu la main sur c'est évidemment un coup. La gestion c'est évidemment en tout cas un coup de leur part. Après, je suis plutôt sur les lignes de Raphaël, mais mon côté joueur m'oblige à faire un petit pari, c'est-à-dire que on a eu une dissolution à laquelle on ne s'attendait pas. On a eu un second tour des législatives à laquelle on ne s'attendait pas. Donc évitons, à mon avis, de dresser un constat directement en disant qu'il fera ça à la rentrée. Emmanuel Macron, il peut être plein de surprises et même peut-être possiblement avec Lucie Castet. Et si il dit, comme je le disais, chiche. Allez, Lucie Castet, Première ministre, il la laisse s'abîmer au pouvoir. Il Thomas, montre. Vous imaginez quand même une motion de censure pendant les Jeux Olympiques.
Alors, la législature n'est pas suspendue, il n'y a pas eu des vacances, il me semble, pendant un temps. En tout cas, je pense que la présidente de l'Assemblée nationale peut convoquer tous les députés au sein de l'Assemblée nationale pour faire voter des textes rapides, surtout si si les députés, que ce soit de l'opposition ou même de la majorité présidentielle, disent qu'ils veulent renverser le gouvernement. Je pense que c'est pas très difficile de réunir les députés. Les députés se réuniraient, renverseraient donc le gouvernement et on se retrouverait à nouveau dans une situation politique intenable. Mais ça montrerait aussi mais que le nouveau Front populaire, moi c'est un petit peu ma théorie depuis le début, c'est qu'un jour Emmanuel Macron sera obligé de nommer quelqu'un du Front populaire parce que il aura la pression, y compris des urnes, mais de la rue, qui lui demanderont de mettre un Premier ministre du nouveau Front populaire, et ça lui permettra aussi à Emmanuel Macron de leur montrer finalement, comme avec la présidence de l'Assemblée nationale où André Chassaigne a échoué à 17 voix, que le nouveau Front populaire n'a aucune majorité, et voire même une majorité contre elle, c'est la motion de censure. Il peut échapper à une cohabitation, Emmanuel Macron ? C'est une vraie question, c'est-à-dire qu'au soir du premier tour, cette cohabitation paraissait inéluctable. C'est vrai que le dessin de cette Assemblée nationale aujourd'hui, très fluctuante avec ces trois blocs, peut laisser encore espérer à Emmanuel Macron de composer avec des alliés venus de la droite et venus de la gauche. C'est aussi ça, je pense, l'un de ses paris. Parce que là, il avait dit « donnez-moi un nom ». Il attendait la recomposition. Pouvait-il encore croire reconstituer un bloc central avec la reconduction d'Yael Braun-Pivet, qui pouvait laisser présager peut-être d'une coalition un peu baroque? Là, il va être mis face au fait accompli. Non, mais je pense que dans tous les cas, Emmanuel Macron, il y a quelque chose qu'il a compris, c'est qu'il n'avait pas de majorité. On parlait un petit peu tout à l'heure de ce pacte législatif proposé par la droite, et notamment Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Mais même si on fait l'addition des voix de la majorité présidentielle, et même, je vais vous dire, si on faisait l'addition de la majorité présidentielle et des Républicains dans l'ancienne législature, il n'y avait pas les voix, il n'y avait pas 289 députés, donc je vois encore moins aujourd'hui une addition en effet un petit peu baroque. Je crois que si on ajoute aujourd'hui la majorité présidentielle et les Républicains, ça fait même pas 210. Donc on est très loin de la majorité. Et qui ne manquerait pas en plus de fracturer le bloc présidentiel, puisqu'on sait que ça tangue aussi du côté de la gauche. Alors sans dire que le nom de Lucie Castet fait peur à Emmanuel Macron, la possibilité d'une démission du président de la République, aujourd'hui elle vous paraît encore jouable, une hypothèse valable, une piste envisageable? C'est le pari de Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que sa lecture de la vie politique est assez juste, et je pense qu'il n'est pas le seul à songer et à se préparer à cette possibilité, parce que tout le monde peut le constater, l'ingouvernabilité de la France, elle est presque actée aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus commenter avec nous cette surprise des chefs du parti du Nouveau Front populaire, qui propose donc Lucie Castet au poste de Premier ministre à Matignon. On verra la réponse du président de la République dans quelques instants. Mais vous restez sur Europe 1, puisque Guillaume Dominguez nous a rejoint pour le journal de 20h. Ce sera dans un instant. Et puis juste après ça, Anissa Haddadi, le meilleur du club de l'été. Bonne soirée à tous sur Europe 1.